When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Hospitalier ou un groupement privé, où vous avez plusieurs types d'entités qui font partie de votre groupe. Et vous devez travailler ensemble avec des valeurs différentes, avec des styles de leadership différentes, et vous devez agir ensemble dans un objectif commun. Vraiment, la difficulté au Maroc, et ça, c'est les évidences qui le montrent, c'est qu'on a un déficit au leadership collaboratif. On est très bon sur le plan individuel, mais on n'arrive pas à travailler en groupe entre les équipes, mais aussi à l'échelle organisationnelle. Organisationnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire si je suis dans une organisation, il faut que je sème des graines pour que d'autres leaders fleurissent ou d'autres leaders jaillissent ou émergent. Il faut aussi que je sois capable, en tant que leader, de préparer non seulement la relève, mais de préparer des jeunes leaders au niveau de toute l'organisation. Je sème des grains. Si je me forme moi-même, je pars aux États-Unis, je fais une formation à Harvard et ça va, je suis bien capacité, mais c'est moi. Mais par rapport à l'organisation, il faut que tout le monde, vous créez des espaces où il y aura une émergence d'autres types de leadership, notamment dans les projets qui sont transversaux, par exemple la qualité, l'accréditation hospitalière, la mise en place d'un projet d'un bâtiment, je ne sais pas, un groupement hospitalier. Alors, ce qu'on a aussi, alors l'idée, hier, on a dit qu'on s'est posé comme objectif dans vos attentes, leadership ou management. C'est différent. Le management, c'est tout ce que vous avez comme planification que vous allez voir dans ce master, c'est MBA. Les autres modules, en dehors peut-être de la conduite de changement, mais les autres modules, tout ce qui est planification, décision, coordination, résolution de problèmes, gestion des ressources humaines, logistique, tout ça, c'est du management, ça n'a rien à voir avec du leadership. Tout ce qui est délégation des tâches, ça, c'est le management. Le deuxième partie, tout ce qui est pas structuré, c'est-à-dire vous aurez la présentation, vous l'aurez sur le canvas. Développer une vision, on a vu hier. Orienter le changement, être capable de mobiliser les acteurs autour d'un objectif précis. Motiver, inspirer le personnel, c'est ce qu'on a vu dans l'étude de cas, l'inspiration motivationnelle. Innover. Créativité. Pour créer une organisation qui est capable d'innover, il faut du leadership, c'est pas du management. Vous ne pouvez pas dicter l'innovation, impossible. Vous ne pouvez pas mettre une note de service et leur dire depuis ce jour, je veux que vous adoptez vos projets de créativité dans vos structures. Si vous ne changez pas votre style de leadership, si vous ne créez pas des espaces de collaboration et si vous ne semez pas des graines pour que d'autres leaders émergent. Si vous êtes dans cette logique traditionnelle top-down, vous devez oublier l'innovation et la créativité et créer des opportunités pour le changement. Vous avez vu dans un des 5 cas que vous avez vu hier, un qui disait c'est difficile, etc. Un autre leader dit je vois que des opportunités d'amélioration. Alors ça, c'est du leadership. Là, c'est comme ça que ça se passe, on est aux ressources restreintes, ça a toujours été le cas, je ne peux pas changer les choses. Tout ça, ce n'est pas du leadership. D'accord? Et donc, à ce moment-là, je vais vous voir ça sur l'échelle on va le voir aussi, on va tester aussi. Alors, ce qu'on a vu aujourd'hui, les écoles des traits personnels, est-ce que c'est inné? Hichem, Yak,
C'est inné le leadership. Il y a des écoles mais ça remonte à bien loin, c'est 1930, 1950, où ils ont parlé beaucoup plus de l'intelligence, les traits personnels de l'individu qui font de lui le leadership. Mais maintenant, ces écoles-là, les leaders sont nés, ne sont pas formés. Ça remonte vraiment à une école qui a été pratiquement dissolue par l'évidence scientifique. Ça ne tient plus. Ce qu'on est maintenant, les années 50, 60, vous vous rappelez, l'année 60, 50, c'est l'industrialisation, c'est tout ce qui est les grandes industries, les processus, le management, Taylor, pas Taylor, mais ce qui est plutôt Peter Drucker, Henri Mintzberg, les grands chercheurs en management. C'est l'efficacité des leaders, dépend du style du leadership. Et on a les différents que vous connaissez dans toutes les autres formations, autocratiques, paternalistiques, consultatives, participatives. Vous avez vu certainement cela circuler dans votre vie quotidienne. Structurant, on peut les classer en deux types. On peut les classer vraiment en deux types. Soit celui qui est focalisé sur la tâche, structurant, soit celui qui est focalisé sur la personne, on parle de supportive, qui soutient, d'accord. Et là, c'est les écoles, hein, et ici j'ai mis les références, les vraies références clés. Les auteurs, n'allez pas chercher quand vous êtes en train de lire des choses, n'allez pas chercher vous cherchez l'auteur principal, cherchez l'auteur qui a construit le concept. N'allez pas lire ce qui a été dit du concept. Alors ça, ce sont les principaux auteurs qui ont parlé de ça. Ça, c'est les écoles. Alors, pourquoi ça descend? Ok, voilà. Alors, on peut dire par exemple que l'idée du supportif est basée sur la tâche. C'est comme si c'était un continuum. Le manager qui est là, qui prend des décisions, qui présente ses idées et invite à les discussions. Vous avez la différence quand vous êtes dans une réunion et c'est le directeur qui commence le show, qui dit l'information d'abord, on va commencer par la planification stratégique, on va restructurer un département. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est pas du participatif. C'est lui qui décide, mais il reçoit juste les inputs pour améliorer sa décision à lui. Donc ça, c'est un continuum. Et de l'autre côté, toujours Tanban et Schmidt, il permet aux équipes de prendre eux-mêmes leurs décisions. Et ça, c'est le degré d'autonomisation. Souvent, on a besoin de ça quand la taille de l'organisation augmente et on a besoin des équipes autonomes avec des départements et des pôles. C'est quelle structure de Meseberg, ça? C'est quelle structure de Meseberg? Ah, alors tu le connais. Dites-le, pourquoi tu es timide? C'est quelle structure de Meseberg qui a besoin de départements et de pôles divisionnalisés? La structure divisionnalisée, on a besoin de départements. Alors, école traditionnelle toujours, on va dire leader concerné, leader structurant, on l'a vu. Alors, celle-ci, à laquelle je me suis inspiré quelque part, mais j'ai ajouté des choses. Alors, le leadership situationnel. Alors, ce qu'ils vous disent dans ces théories-là, ils vous disent qu'il n'y a pas un leadership parfait. Le leadership dépend de la tâche, dépend de la nature de la tâche, dépend de l'environnement. Est-ce que j'ai une position de pouvoir? Quelles sont les différentes positions de pouvoir? Quelle est la qualité de la relation entre les leaders? Et aussi de la caractéristique du personnel. Motivation. Est-ce qu'ils sont compétents? S'ils ne sont pas compétents, ça ne sert à rien. Et sur leur degré d'autonomie. Ça, c'est le leadership situationnel. Là, vous pouvez avoir ça, c'est en fonction de la compétence, en fonction de la motivation, vous avez connu cela, c'est leadership, on va dire, situationnel. Plus la compétence diminue, plus vous êtes dans le directif, plus la compétence augmente, plus vous êtes dans l'autonomisation, et ainsi de suite pour la motivation. Ça, c'est pas important. Vous pouvez trouver aussi cela sur Internet, directif, persuasif, concertatif, délégatif. Alors, les écoles traditionnelles. Alors, tout ça, je les regroupé avec mon équipe, l'équipe à l'IMT d'Anvers. On les a regroupés en dimensions. D'abord, les écoles transactionnelles. Tout ça, c'est des écoles transactionnelles, où ils se focalisent essentiellement sur la relation entre le leader et le staff. Et on a la récompense contingente, c'est ce que je vous ai dit hier. Plus tu travailles, plus tu bosses, plus je te donne. Moins tu travailles, plus je te sanctionne, plus je disciplinaire, plus je te vire ou je te mets en procédure administrative et je te pourris la vie. Ça, c'est le leadership
Transactionnel. Transactionnel, ça vient des coûts des transactions, de l'économie, qui vient de l'idée que l'être humain est un être humain, on appelle Homo economicus. C'est-à-dire c'est un être humain économique. C'est un être humain rationnel qui ne cherche que ses intérêts. Et, et ça, c'est une théorie aussi. Ça veut dire il n'y a pas de l'empathie, c'est la théorie, c'est l'être humain, tu lui donnes ce qu'il a besoin, il va travailler avec toi. Il n'y a pas d'autre aspect, motivation autonome ou intrinsèque. Ça, c'est le leadership transactionnel. Mais depuis, ils se sont rendus compte que, là, ça c'est l'évidence en management et en leadership, que ce n'est pas efficace. Il a des inconvénients, management par exception, laisser faire, récompense contingente, mais ici, leadership transformationnel des années 80-90, ça veut dire, c'est Bass et Badiou, qui sont les grands chercheurs qui ont développé le concept, l'auteur seminal authors, et il parle de leadership visionnaire, charismatique. C'est ce qu'on a vu dans le directeur 2 de l'étude de cas, le directeur 2 était visionnaire et sa vision était centralisée sur la qualité, l'apprendre centré sur le patient, la vision du cœur, les initiatives du banqueur. C'est-à-dire, il a cette vision de la qualité. Et c'est ce qui permet de distinguer, je pense que Saad, vous connaissez quelques leaders qui étaient dans l'université quelque part, qui avaient cette style-là, visionnaire, ils regardent les océans, beaucoup d'océans d'opportunités. Alors, les 4 dimensions essentielles, c'est ce qu'on a vu hier dans l'étude de cas de leadership transformationnel. L'influence idéalisée, ça veut dire c'est quelqu'un qui joue un rôle modèle. Deuxième élément qui motive, mais avec de l'inspiration, motivation inspirationnelle. La stimulation intellectuelle, j'en ai pas parlé, j'en ai parlé à quelques groupes, c'est-à-dire le challenge. Il challenge les collaborateurs pour trouver des solutions innovantes à une problématique. Et ça, cette stimulation intellectuelle permet à des gens qui sont autonomes, qui ont une formation, un background, de se sentir autoréalisés par un mécanisme psychologique qui s'appelle l'auto-efficacité. Quand on se sent auto-efficace, on est bien dans notre bien-être, on est bien dans notre morale. Ensuite, la considération individualisée, je la compare souvent au gars dans un bureau. Vous êtes qui? Qui vous a recruté? Ça, c'est vrai. Moi, je dis des questions, des expériences vécues. Ça veut dire, je me fous carrément de ce que tu es. Ce qui m'intéresse, c'est la tâche. Ça existe. Des gens qui se foutent carrément de... Ça existe. Considération individualisée, ça veut dire tu connais Selma, Mohamed, qu'est-ce qu'il est, Selma, qu'est-ce qu'elle aime, comment elle est, quel style, quel DCIS, quels sont ses besoins. C'est ça la considération individualisée. Et si je connais chacun de mes collaborateurs sur les bouts des doigts, je peux très bien les gérer. Gérer, travailler ensemble. Ça, c'est le leadership transformationnel. Alors ensuite, les nouvelles écoles. Ça, c'était une tendance. Mais les nouvelles écoles maintenant en Grande-Bretagne, aux États-Unis, je viens de rédiger un chapitre sur un autre, ce qui s'appelle le leadership systémique, qui va sortir en septembre 2023 à Manchester, un bouquin à Manchester qui parle de système leadership. Ce sont les nouvelles façons de voir le monde, parce que le monde n'est plus ce qu'il était, n'est plus simple. VUCA environment, volatile, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'ambiguïté. Le Covid, rappelez-vous le Covid, rappelez-vous les situations d'Ebola, rappelez-vous les situations de risques sanitaires, rappelez-vous les situations de terrorisme, rappelez-vous les situations où une mobilisation sociale à Manarat Motosset au nord, quand il y a une mobilisation sociale pour leurs propres prestations, où la communauté devient beaucoup plus exigeante et n'est plus la même. Et donc tous ces changements-là font que les écoles de leadership traditionnelles ne fonctionnent plus. Les écoles traditionnelles, leadership transactionnel, transformationnel, sont focalisées sur l'individu. C'est l'individu au sommet de l'organisation qui est capable de transformer l'organisation en organisation apprenante. Organisation apprenante en organisation performante. C'est pas vrai. Parce que pour réussir une performance d'une organisation, il ne faut pas uniquement un leadership senior qui est très bon, il faut au niveau intermédiaire des gens aussi très bons, il nous faut opérationnel, ceux qui sont en contact du patient, ceux qui sont en contact avec les clients, ceux qui sont en contact avec les familles, doivent aussi avoir un leadership clinique cohérent pour que toute l'organisation fonctionne. Dans les hôpitaux marocains publics ou ADA, vous avez souvent une division entre le leadership stratégique, directeur administratif, chef de pôle soins infirmiers, et l'ensemble du staff. Les médecins d'un un côté, les infirmiers d'un autre, les administratifs d'un autre, et chacun a une perspective. Et c'est l'idée des nouvelles écoles. Alors cette école-là, leadership engageant, il met l'accent sur le leadership de proximité. L'exemple type, c'est le directeur des deux. Il retrousse ses manches, rentre au niveau du
service des urgences, réarrange l'ECG, l'électrocardiogramme, réarrange l'armoire. Ça, c'est le leadership de proximité. Quand vous êtes dans le leadership, il fait de la délégation. À ce moment-là, délégation des tâches, il fait de la délégation, c'est-à-dire il autonomise les équipes. Et ensuite, le leadership distribué. C'est-à-dire, à tous les niveaux de l'organisation, on a du leadership. Mais au cœur, un élément à retenir de ce leadership engageant, c'est que c'est les valeurs. Qualité personnelle, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne cherche pas le profit. C'est quelqu'un qui cherche à améliorer l'intérêt de l'organisation. Ça existe. Je ne dis pas dans le secteur privé, ça existe, mais c'est très peu. On a très peu de ça. On a au Maroc une enquête de Hofstede, qui est un chercheur, un grand chercheur en psychologie, a fait une enquête. Il a testé un peu l'enquête sur le leadership dans pratiquement 94 pays, et il a trouvé que le Maroc, le style dominant, c'est quoi? Le dominant, c'est hiérarchique. Et ça, c'est aussi des influences postcoloniales. D'accord? Alors, ensuite, yes. Alors, je vous donne deux exemples, deux cas. Alors, je vous donne le cas de Madame Yasmine Beddou. Elle est avocate, ministre de la Santé. Elle était avocate, donc la santé, elle n'est pas experte en santé. Okay. Durant son mandat, la mortalité maternelle a baissé de 227 décès pour 100 000 naissances vivantes à 72 actuellement pour 100 000 naissances vivantes, grâce à un engagement, une vision autour de la mère et la femme. C'est cette vision, c'est ça. Il a mobilisé, il a réorganisé, restructuré un programme qui était dans une direction, et l'a mis dans une autre, et il a transformé le programme à travers la politique qu'il a mis en place, politique de la gratuité d'accouchement. Ça n'était pas fait avant. Quand elle a mis cette décision politique, avec une vision autour de la santé maternelle, c'était le motto de son mandat. Le fait d'avoir, c'était une avocate, elle a pu avoir un leadership qui a amélioré la santé de la population marocaine d'ici jusqu'à la fin de notre vie. Parce qu'il a passé de 227 décès par 100 000 naissances vivantes. Sur 100 000 naissances vivantes, il y a 200 femmes qui meurent. À 72, c'est pas rien. On est passé d'une classification donnée à une autre type de classification avec notre index de développement humain. Juste à travers ce leadership-là. Donc ça existe. Comme il y a aussi des leaders qui sont spécialistes dans le domaine, par exemple, le Wardi, par exemple, c'est un ministre, il est médecin, il est prof, etc. Mais la majorité de sa vision n'était pas sur la santé de la population maternelle. Il a focalisé, parce qu'il est réanimateur anesthésiste, son attention sur les services de réanimation et des urgences. Il a mis en place le réseau intégré des urgences médicales. C'est cette vision, mais c'est un impact de ce leadership-là. Mais il est centré sur le healthcare, l'organisation de la santé, et surtout le réseau des urgences. Deux visions différentes, deux impacts différents. Okay. Donc, moi, je ne dis pas que c'est bon, c'est mauvais, je ne peux pas dire ça. Ok. Alors, c'est juste pour vous dire, pour finir rapidement, maintenant, le monde d'aujourd'hui, il est complexe. Il y a des choses qui sortent que vous n'êtes pas capable de prédire. Alors, dans ces situations-là, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas être dominant. Parce que dans le Covid, personne n'a prédit le Covid. Et quand vous réfléchissez sur ce qu'a le primature, le Premier ministre à l'époque du Covid, qu'est-ce qu'il disait dans les interviews? Est-ce que vous avez entendu un ministre dire quelque chose, on va faire ça et ça et ça, et on va contrôler ça? Qu'est-ce qu'il disait? On va faire scénario 1, scénario 2, scénario 3. Et en fonction des événements, on va s'adapter. Deux discours différents de leadership. Ça veut dire qu'on est dans une situation où c'est complexe et on a de l'émergence. Deux, la diversité. Alors hier, j'étais dans ce groupe, et on m'a dit une question qui est très intéressante. Bonjour. Très intéressant. On m'a dit dans l'hôpital, leadership dans un hôpital, tu as un médecin, tu as les infirmiers, tu as je ne sais quoi d'autre, les administrateurs. Mais je lui ai dit, c'est pas vrai. Tu es encore plus complexe que ça. C'est pas aussi simple que ça.
Tu as tout simplement dans un hôpital, et là c'est pas moi qui le dis, hein, mais je l'ai dit dans un article en 2021 que vous pouvez trouver 2021, vous mettez juste Belriti 2021, je l'ai appelé l'article, vous mettez medical dominance. Medical dominance. Dans cet article, j'ai interprété, utilisé le diagramme de Meersberg, Meersberg et Gluberman. Meersberg et Gluberman. Alors, dans ce Meersberg et Gluberman, il vous dit qu'à l'hôpital, il y a une chose qu'on appelle la hiérarchie professionnelle. Et ça, vous avez, c'est comme des rideaux. C'est comme des grands rideaux. Et vous avez ici la spécialisation de ce côté, on va dire spécialisation, moins spécialisation. Alors, la spécialisation, vous avez ici les médecins spécialistes. Vous avez les profs de chirurgie, les profs de gynéco, je ne sais pas, les profs. Ensuite, vous avez les spécialistes chirurgicaux, les chirurgiens. Ensuite, vous avez les spécialistes médicaux, les cardiologues. Elle est où la cardiologue? Elle est absente. Et il y a les cardiologues. Par exemple, les spécialités médicales, pour ceux qui s'y connaissent en santé. Ensuite, à côté des médecins, qu'est-ce qu'il y a? Les médecins généralistes, le médecin généraliste ou le médecin de famille. Ce n'est pas le même statut qu'un médecin spécialiste. Avant le médecin généraliste, ensuite on a les résidents. Ensuite on a les internes. Ensuite, on a fini, on va faire ici une grande barrière, un grand rideau, comme les rideaux des salons marocains. Grand rideau assez long. Et qu'est-ce qu'on a à côté? Les infirmiers, paramédical. Mais dans le paramédical, ce n'est pas aussi homogène. Dans le paramédical, tu as les infirmières anesthésistes. Les infirmiers anesthésistes ne se portent pas comme un infirmier polyvalent. C'est un infirmier d'un autre calibre. Jamais il va s'asseoir avec les infirmiers polyvalents aux urgences. Et quand on les appelle pour aller faire une intubation, c'est comme si on appelait un réanimateur. Là, qui se comportent différemment. C'est une identité particulière. Ils ne sont pas formés comme les autres. Ça, ils commencent à avoir les drogues ici, les drogues stimulants qui sont assez difficiles à acquérir avec les registres. Ils ont une grande responsabilité. Ils sont dans le bloc. Dans les hôpitaux marocains, les réanimateurs n'existent pas. Ce sont eux qui font l'accompagnement mondial de chirurgien. Et moi, j'étais dans un hôpital où, je l'ai décrit aussi dans l'article, donc je ne partage pas quelque chose de super radin. C'était le chirurgien, chef de département de chirurgie, qui était dans son bloc opératoire, qui était en train d'ouvrir. Et qu'est-ce qu'il a dit, le chirurgien? Il a dit il allait faire la deuxième incision, c'est-à-dire jusqu'à le coup de 13 heures. Alors l'infirmier anesthésiste lui dit, ouais, mon intubation, dernière incision, c'est vers 13 heures, hein, 13h30. Je ne peux pas aller avec vous, avec un malade qui peut prendre 4 heures, 5 heures. Impossible. C'est l'infirmier anesthésiste qui lui dit ça. Parce que le réanimateur n'est pas là. D'accord? Et donc, ça, c'est vraiment du leadership opérationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un pouvoir de négociation parce qu'il y a un ordre social. J'ai parlé de mon article de 2021. Un ordre social négocié. Lorsque, dans les hiérarchies professionnelles, lorsque on n'a pas le réanimateur à côté, les infirmiers anesthésistes jouent le rôle, et donc ils ne jouent pas le rôle, ils jouent un risque, c'est pas réglementé, s'il y a une erreur, c'est lui, etc. Donc il y a un ordre social négocié qui n'est pas visible, qui n'est pas sur les papiers, qui n'est pas sur les notes de service, qui n'est pas sur les fiches de... Vous vous rappelez hier quand je vous ai dit le leadership formel et le leadership informel. Donc, il faut être capable de regarder les relations sociales informelles qui sont tacites, qui dictent les comportements des gens sans pour autant qu'ils aient une explicité dans une manuel des procédures. À côté des infirmiers anesthésistes, il y a les infirmiers polyvalents. À côté des infirmiers polyvalents, il y a aussi les sages-femmes. Sages-femmes, une race aussi particulière. Sages-femmes, les associations des sages-femmes, le leadership des sages-femmes, l'association la MFP, ils ont monté la professionnalisation d'un métier sage-femme. Rien à voir avec un infirmier polyvalent. Pas du tout la même identité. Pas du tout le même. Vous vous rappelez du besoin psychologique de la compétence sociale? Besoin psychologique de la compétence et de la relation sociale. On se sent à l'aise quand on est dans un groupe social avec une identité collective. C'est pour ça qu'on vit très bien notre vie. À côté, toujours ça, c'est des barrières. Ensuite, la barrière, juste pour expliquer
La barrière, les infirmiers polyvalents, les infirmiers anesthésistes, il y a les adjoints de santé. Si vous connaissez les adjoints de santé, les anciens, les brevetés, les brevets, de la colonisation française, ils ont laissé l'école musulmane de Casablanca des infirmières, etc. Ils avaient une école des infirmières pour les infirmières françaises, hein, les infirmières musulmanes. Et ils formaient une infirmière en 6 mois. Alors après le départ, ils ont été recrutés, donc ils sont rentrés dans les équipes. Ils n'avaient pas les mêmes compétences, mais ils étaient plus résilients, plus, n'est-ce pas? Donc ça, c'est là, il y a une barrière. Alors entre la barrière des médecins et des infirmiers, il y a une barrière professionnelle qui s'appelle, ou un curtain qui s'appelle la barrière médicale. Et dans la barrière entre les infirmiers et les autres, les brancardiers, les transporteurs, les agents de service, les techniciens de surface, quoi d'autre? Ensuite, ça c'est dans le cœur du service. Je ne parle pas des administratifs parce que je ne suis pas dans le cœur du service. Les administratifs, ils sont là, en haut, avec l'administration. Ils sont là, avec l'administration, leur loyauté et la hiérarchie. Je parle ici de la production. OK? Ensuite, il y a une autre ligne, la médecine traditionnelle, les homéopathes, les charlatans, les prothésistes, je ne sais pas, ceux qui font de la médecine, mais qui ne sont pas formés. Traditionnel. Alors, il y a la barrière, ça s'appelle la barrière scientifique. Alors, quand vous allez atterrir avec votre MBA en management hospitalier dans un hôpital, vous voulez diriger une structure qui relève d'une structure de santé, sachez que il faut traverser cette hiérarchie. Et dans l'étude de cas d'hier, dans l'hôpital NHMH, il y avait la réduction de statut difference, la différence de statut. Quand on réduit la différence de statut, on pourrait faire des projets qualité. Quand on est dans la hiérarchie professionnelle dans ce sens-là, c'est très difficile d'intégrer. C'est bien d'avoir une hyperspécialisation. Parce que moi, un directeur ne va pas venir me dire il faut faire l'intervention de la tétralogie de Fallot, de cette incision, il faut faire cette incision de ce type-là, c'est comme ça que vous faites. Jamais un administrateur va vous dire ça. C'est parce qu'il y a cette hyperspécialisation. C'est utile pour l'hôpital. Mais le problème avec cette hyperspécialisation, c'est la difficulté de coordination. Et pour coordonner, il faut du leadership, il faut ça. C'est ça ce qu'on appelle la diversité professionnelle. Okay. Alors c'est juste pour mettre on va dire, mise en perspective théorique. Alors ça, c'est les edge of chaos. Des fois, voilà, tu ne gères pratiquement rien. Quand il y a une restructuration catégorique d'une structure, il y a tout, il y a 4 ministres en partie, tous les secrétaires généraux, tous les chefs de division, tous les directeurs centraux en rapport avec ça, le ministre de la finance, l'intérieur, etc. C'est-à-dire que tu ne contrôles plus rien. C'est l'edge of the chaos, c'est-à-dire proche du chaos. Alors, et ça, l'histoire, dans l'étude de cas qu'on a vue hier, c'est une succession directeurs, D1, D2, D3, D4. Donc, si vous atterrissez PDG d'une structure hospitalière, sachez qu'elle a une histoire. Sachez que le dernier directeur, voici ce qu'il a fait avec le personnel et c'est la raison pour laquelle il faut d'abord apaiser les gens. C'est la raison pour laquelle le quatrième, le D4 d'hier, quand il est rentré dans cet hôpital et a amélioré les conditions de travail, déjà il a apaisé par rapport en comparaison avec le D3. Il y a toujours l'histoire. C'est important dans une organisation. Vous ne pouvez pas gérer une organisation sans connaître son histoire. Historique, impossible. Il faut le faire. Ok. Ensuite, c'est tout, je pense. Alors, l'imprévisibilité, c'est des gens, on ne connaît pas beaucoup de... On ne connaît pas tout. Un leader dominant ne connaît pas tout. Pas tout prévoir. Donc, tu peux aller très bien dans ta... Et il y aura une boîte qui vient, qui développe un autre concept et vous met en difficulté. Yeah. Alors ça, c'est la dernière image que je mets toujours. One size doesn't fit all. C'est-à-dire, il y a une seule façon de faire du leadership. Il y a différentes façons de faire du leadership, dépendamment des acteurs.
Ça, c'est juste une appréciation théorique et je pense que j'en ai fini. Alors, l'idée, maintenant, ce que je vais vous demander de faire, ça, c'est un exercice que je fais toujours. Je veux que vous réfléchissez sur 3 types de situations. Individuellement d'abord, je vais vous donner des post-it et vous allez essayer de voir première situation où, ici dans la case, dans le abscisse, les ordonnées, vous avez le consensus. Consensus. Ici, consensus. Loin du consensus. Et vous avez ici dans l'abscisse, loin de la certitude. Pensez à 3 situations. Une situation à laquelle vous avez été confronté, où tout le monde est d'accord sur la solution, c'est-à-dire ici, et il n'y a pas d'incertitude par rapport si je mets en place ce type de décision, voici les résultats qui vont venir. Il n'y a pas d'incertitude. On parle de situation simple. Réfléchissez juste sur ça. Situation simple, c'est-à-dire je connais la cause, je connais les faits, et si je mets en place un type de leadership donné, ça va réussir. Exemple, je suis dans une petite boîte de 7 avec une incitation à la performance et un objectif de résultat. Si je travaille avec les clients, je commente les résultats, donc le lien de cause à effet est clair. Donc ça, c'est situation simple. Vous pensez à une situation, comme on a dit, au bord du chaos. Edge of the chaos. Chaos, ça veut dire que vous ne contrôlez plus rien. Je ne sais pas moi, Covid, mobilisation sociale. Alors pensez à une situation où, premier élément simple, deuxième situation, vous êtes dans une situation où on connaît la cause, on connaît les faits, mais pas tout le monde ne va pas être d'accord. Pas tout le monde ne va pas être d'accord. Et on va réfléchir après, quel a été mon style de leadership, est-ce que c'était approprié ou pas. Et entre les deux, bon, je vais dire ici, il y a compliqué, vous avez besoin des ingénieurs, des comptables. Compliqué, ça c'est compliqué sur le plan technique. Ça c'est compliqué, les situations compliquées sur le plan politique. Maintenant, vous allez penser, donc, comme j'ai dit, 3 situations. Première situation simple, une situation soit là, compliquée technique, compliquée politique. Troisième situation, c'est dans cet espace. C'est-à-dire, je ne connais pas, il y a beaucoup de risques d'incertitude, beaucoup de risques que les gens ne seront pas d'accord, il y a beaucoup de risques que même si je ne connais pas la solution. Exemple, dans le cas du Covid, par exemple, quand on gérait les gens, etc., il y a des choses qui sont très simples, le comité de provincial, mais quand il s'agit de prévoir combien le volume des patients vont à quel type de mesures, on va dire les mesures de protection, on les a connues après, mais quel type de prise en charge, etc., on ne connaissait pas ça. On n'avait aucune idée comment traiter les gens, traiter de manière symptomatique. Ça, c'est une situation complexe. On ne connaissait pas la cause, on ne connaissait pas le Covid, et on ne connaissait pas la conséquence, mais on essayait de trouver des aspects pour faire la prise en charge symptomatique pulmonaire, la réanimation, etc. Okay. Ça, c'est un type de situation. Réfléchissez maintenant dans votre expérience. 3 situations, je vais vous donner des post-it. On va arrêter un peu